Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. On commence par les titres de votre journal. Les populations toujours dans l'attente des résultats des élections au Mali et au Zimbabwe. Dans la capitale zimbabwéenne, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition. Près de 40 000, c'est le nombre de personnes qui ont été déplacées de force de la ville de Tawerga en Libye. Comment vivent ces déplacés? Élément de réponse dans ce journal. Les États-Unis revisent leur stratégie militaire en Afrique. Le commandant de l'Africom en a fait la révélation hier au Sénégal. Madame, Monsieur, bonsoir. Au Zimbabwe, les partisans des deux principaux candidats à la présidence, Emmerson Mnangagwa du parti au pouvoir, la ZANU-PF, et l'opposant Nelson Chamisa du mouvement pour le changement démocratique, revendiquent la victoire un jour seulement après le scrutin. À Harare, la capitale zimbabwéenne, des habitants s'inquiétaient ce mardi des réactions du parti au pouvoir en cas de défaite. Une forte tension était d'ailleurs perceptible dans les rues. Salwa Jafari. Le torchon brûle entre le parti au pouvoir et l'opposition alors que les résultats du scrutin sont sur le point d'être annoncés. Le camp du candidat Nelson Chamisa a revendiqué la victoire au premier tour face au chef de l'État sortant, Emmerson Mnangagwa, patron du parti de l'ancien président Robert Mugabe, la ZANU-PF. Nous allons protéger ce vote. Le peuple du Zimbabwe a attendu si patiemment, a résisté à la tentation d'user de moyens illégaux et inconstitutionnels pour parvenir à un changement. Pendant ce temps, la rue est en ébullition. Je commence à célébrer à partir d'aujourd'hui. Pourquoi ? Hier, j'ai voté, alors Chamisa est déjà en train de gagner dans tous les bureaux de vote. Je pense que la meilleure chose est qu'ils annoncent les résultats le plus tôt possible parce que tout le monde est sur le qui-vive. Nous avons besoin de changement. Le peuple attend cela. Les intempères, le gouvernement quant à lui menace de poursuite l'opposition qui revendique la victoire avant l'annonce de résultats officiels. Les Zimbabwéens se sont rendus en nombre lundi aux urnes pour ces élections historiques. Selon la commission électorale, le taux de participation se situait aux alentours de 75%, une heure avant la fermeture des bureaux de vote. Avant les élections, M. Mnangagwa était donné favori à la présidentielle, même si l'écart avec son principal adversaire s'était récemment réduit, selon un sondage publié il y a une dizaine de jours. Élection également au Mali où le chef de la mission des observateurs de l'Union européenne a insisté ce mardi pour que les autorités publient une liste complète et détaillée des bureaux de vote où le scrutin présidentiel n'a pas pu se tenir dimanche en raison de violences. Le gouvernement a indiqué que le vote n'avait pas pu se tenir dimanche dans plus de 700 bureaux sur quelques 23 000, dont près de 600 dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Au moins 3 des 24 candidats au premier tour de l'élection présidentielle de dimanche affirment être assurés d'une place au second tour s'il a lieu. On fait le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Jacques Aristide. Les Maliens sont toujours dans l'attente. Ce mardi, des équipes de campagne affirment que leur candidat est tout au plus garanti d'une place lors d'un éventuel second tour. Le parti ADP croit que son candidat, le riche homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, est arrivé en deuxième position. Pour le camp du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat est arrivé largement en tête. Son porte-parole, Mahamadou Kamara, dit se baser sur les premiers résultats compilés par ses représentants. Quant au parti du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, il a également annoncé que celui-ci était en tête, mais qu'un second tour allait probablement avoir lieu. Ce même parti a également fait des allégations de bourrage d'urnes dans des localités du Nord. Nous avons déployé environ 300 observateurs sur toute l'étendue du territoire, dans les cercles et dans les capitales régionales. Alors, des cas de bourrage d'urnes ne nous ont pas été rapportés.
mais nous pouvons quand même estimer qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais le candidat qui le dit, peut-être il a des preuves, mais nous, en tout cas, nous n'avons pas reçu d'informations de tel bourrage. Nous pouvons toujours garder la vigilance, être vigilants, faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait un consensus. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas anticiper les choses. Nous attendons la proclamation officielle des résultats provisoires. Et suite à cela, s'il y a des mesures à prendre, des actions de suivi, des actions de plaidoyer à adopter auprès des autorités nationales, nous le faisons, puisque nous avons un rôle contributif. Nous allons appeler donc à la paix, au dialogue, pour qu'il y ait un consensus. Aucun des partis n'a avancé de chiffres car la loi électorale malienne leur interdit de les communiquer avant qu'ils ne soient rendus officiels. Les premiers résultats sont attendus d'ici à vendredi. De Bamako, Jacques Aristide pour VOA Afrique. Jacques Aristide, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bamako. Retrouvons-le tout de suite pour les derniers développements. Jacques, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, quels sont les derniers développements de cette présidentielle? Alors, John, justement, je peux vous faire part des derniers développements, du moins d'après des derniers recoupements que j'ai effectués il y a quelques minutes. J'apprends que 65% des voix ont été comptabilisées et les résultats acheminés ici à Bamako, parce qu'évidemment, il y a ce qu'on appelle la centralisation. Donc, ces résultats acheminés ici dans la capitale malienne. Évidemment, ce sera au ministère de l'administration territoriale de compiler tous ces résultats avant de les publier et par la suite, ce sera à la Cour constitutionnelle de les valider ou pas. J'apprends également que différents états-majors des candidats, les rivaux du président sortant, vont tenir une conférence de presse commune demain, notamment ceux de Cissé et de Diallo, donc une conférence de presse commune, mais pour le moment, on ignore l'objet de cette conférence de presse. Alors, le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta a affirmé hier que celui-ci était largement en tête. Les opposants Soumaïla Cissé et Aliou Boubacar Diallo disent également être certains qu'ils iront au second tour. S'achemine-t-on vers ce second tour, Jacques? Alors en tout cas, les gens que j'interroge, les observateurs, ceux qui suivent cette élection avec quand même un peu d'objectivité, s'accordent à dire qu'on se dirige effectivement vers un second tour, mais l'opposition de Cissé évidemment va dans le même sens. Quant à l'équipe du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, elle n'a pas tout confirmé pour le moment. Donc merci, Jacques. Voilà, John. Et puis, voilà. Merci. On vous retrouve, Jacques, dans nos prochaines éditions. En RDC, les partisans de Jean-Pierre Bemba, qui est attendu demain à Kinshasa, après 11 ans d'absence, ont dénoncé un recul dans l'organisation de son retour à l'issue d'une réunion avec la police. Monsieur Bemba souhaite résider dans une résidence familiale, mais le pouvoir n'est pas encore d'accord pour cette option. Les Comoriens se sont prononcés lundi à plus de 92% sur une réforme constitutionnelle qui renforce les pouvoirs du président Azali Assoumani, élu en 2016, l'autorisant notamment à briguer 2 mandats consécutifs. C'est ce qu'a annoncé ce mardi la commission électorale indépendante. L'opposition, qui avait jugé le scrutin de lundi illégal, a dénoncé un trucage. Polémique autour du vote des Burkinabés à l'étranger en 2020. Hier, les députés ont voté le code électoral malgré le boycott de l'opposition. Dans cette nouvelle loi, les Burkinabés de l'extérieur, notamment ceux de la Côte d'Ivoire, où il y a un grand nombre de Burkinabés, ne pourront pas voter avec leur carte consulaire, mais plutôt avec la carte nationale d'identité burkinabé ou leur passeport. L'opposition est contre cette mesure. Notre correspondant Lamine Traoré a recueilli la réaction de certains citoyens à Ouagadougou. La carte consulaire, c'est le document le plus accessible. Alors, si en lieu de ça, on demande le passeport, est-ce que les gens véritablement pourront s'en procurer et pouvoir participer comme il se doit? Parce que l'une aussi des précautions qu'il faut prendre, c'est qu'il faut éviter la fraude. Mais je pensais que c'était mieux de faire voter les gens avec les cartes consulaires. Là, comme ça, puisque tout le monde a déjà ça, il fallait les faire voter avec. Et puis, bon, ce serait un vote équitable. Il y a un débat qui n'a pas lieu d'être.
sans pour autant prendre parti, je dirais à l'opposition de mettre un peu d'eau dans son vin et être un peu raisonnable. Quand quelqu'un n'est jamais venu au Burkina Faso et on lui permet de voter avec la carte consulaire sans la CNIB, bon, on ne peut pas permettre à quelqu'un d'élire un président qu'il ne connaît pas. Le président du Faso a tenu sa promesse. Les Burkinabés de l'extérieur vont pouvoir voter, mais bien entendu, il faut un minimum de textes. Et ce que le gouvernement a proposé n'est rien d'autre qu'un minimum pour tout Burkinabé qui veut véritablement participer à la gestion de la chose publique. De la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se sont réunis aujourd'hui à Lomé pour discuter de la crise politique qui secoue le Togo depuis près d'un an après des mois de négociations au point mort entre pouvoir et opposition. La situation politique en Guinée-Bissau et le point sur l'élection présidentielle au Mali figuraient également dans l'agenda de ces leaders. Quelques 40 000 Libyens de la ville de Tawerga ont été déplacés de force lors de combats de 2011 entre factions rivales. Bien qu'un accord de paix puisse détenir la clé de leur retour, pour l'instant, leur avenir demeure incertain. Incursion dans cette réalité des déplacés libyens avec Irénée Herman Umbo. Chouaïb a vécu à Tripoli toute sa vie. Sa mère Amina était parmi les 40 000 Libyens de la ville de Tawerga, déplacés de force lors des combats de 2011 avec des factions rivales dans la localité voisine de Misrata. Il est né déplacé interne dans une communauté déracinée par le conflit en Libye. Le régime Mouammar Kadhafi avait accusé les habitants de Tawerga de soutenir une base militaire. C'est ainsi qu'il mena une guerre farouche contre les hommes armés, obligeant des civils comme Amina à s'installer dans des sites de fortune, comme celui-ci à Tripoli, où elle et son enfant vivent dans les limbes depuis plus de 6 ans. Nous avons vécu dans cette pièce comme ça pendant 1 an ou presque 2 ans. J'avais l'habitude de cuisiner dedans et de dormir dedans, tu sais, jusqu'à ce que je sois aidée par des personnes charitables. Trikalmatar est le plus grand centre de déplacés internes de Tripoli. Il accueille 370 familles, environ 1960 personnes, toutes originaires de Tawerga. Le surpeuplement et le manque de services de base ont transformé la colonie en bidonville. Malgré l'assistance du HCR et ses partenaires, ces déplacés vivent dans l'ennui et la précarité. Ils veulent tous rentrer chez eux, mais à une seule condition. Bien sûr, je vais retourner vivre à Tawerga, mais nous voulons la sécurité, nous voulons nous sentir à l'aise. Je ne veux pas que nos enfants soient kidnappés, je ne veux pas que nous soyons attaqués. Je veux rentrer chez moi de la bonne façon. Pour Amina, seule une paix sûre et durable peut garantir la liberté de rentrer chez elle. À ce jour, environ 180 000 Libyens vivent toujours comme des déplacés dans leur propre pays. Après des années de négociations, les habitants de Tawerga devaient finalement rentrer chez eux en février, mais les miliciens ne les ont jamais laissés passer. L'armée américaine révise sa stratégie en Afrique. Il s'agit pour elle de prendre des mesures pouvant permettre de renforcer la sécurité de ses troupes sur le terrain. Des drones armés et des véhicules blindés seront désormais mis à contribution dans des opérations impliquant les soldats américains et locaux. Cette réforme intervient à la suite de l'embuscade de l'année dernière au Niger, embuscade dans laquelle 4 soldats américains et 4 de leurs homologues nigériens avaient perdu la vie. Je vous propose cette réaction du général Thomas Waldhauser, commandant de l'AFRICOM, face à la presse hier au Sénégal. Une chose est certaine, AFRICOM n'a pas vraiment l'intention d'occuper ou de construire une base militaire dans le pays. Ce n'est tout simplement pas le cas. Mais nous avons besoin d'installations, comme je l'ai dit, pour nous permettre de réduire le temps de réponse, pour permettre à nos forces de se rapprocher d'un problème en progression. Cela nous permettra d'y arriver plus rapidement. Cela nous permettra de venir en aide, s'il s'agit d'une intervention en cas de catastrophe, telle que l'épidémie d'Ebola, peut-être une réponse à un problème de nature météorologique ou cinétique, venir en aide à nos ambassades qui sont peut-être sous la contrainte provoquée par n'importe quel problème dans divers pays. Vous regardez Le Monde d'aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique, voici les titres de cette seconde partie. Les populations toujours dans l'attente des résultats des élections au Mali et au Zimbabwe. Dans la capitale zimbabwéenne, la tension monte entre le pouvoir et l'opposition. Près de 40 000, c'est le nombre de personnes qui ont été déplacées de force de la ville de Tawerga en Libye. Comment vivent ces déplacés? Élément de réponse dans ce journal. Les États-Unis revisent leur stratégie militaire en Afrique. Le commandant de l'Africom en a fait la révélation hier au Sénégal. Comme chaque mardi, nous accueillons en studio Eric Manirakiza pour la chronique de l'économie. Bonsoir Eric. Bonsoir John. Alors vous êtes cette semaine vous allez regarder du côté de la Corne de l'Afrique qui connaît beaucoup de diplomatie et avec des retombées économiques. Oui, des retombées économiques très importantes John. Les Érythréens regardent désormais l'avenir avec optimisme. Eh bien, la cité portuaire de Massawa constitue une grosse opportunité économique pour l'Érythrée et l'Éthiopie. Asmara exporte ses minerais et importe ses biens de consommation via Massawa, un port qui a été le lieu d'une bataille décisive de la guerre d'indépendance. Les décennies de conflits, les sanctions internationales et les politiques isolationnistes ont étouffé la cité. Le processus de réconciliation enclenché au début du mois entre l'Éthiopie et l'Érythrée insufflera un nouveau dynamisme à l'économie et le port de Massawa va bientôt voir circuler des biens en provenance d'Éthiopie interrompus en 1993. Nous restons dans la Corne de l'Afrique, Eric. Que devient justement le port de Berbera dans le Somaliland? Le port de Berbera constitue un point stratégique majeur sur la route maritime de la mer Rouge. Les installations sont loin d'être modernes pour l'instant, mais en mars dernier, le géant du port de Dubaï, DP World, a pris une participation de 51% dans le port et prévoit d'investir 442 millions de dollars. L'Éthiopie, il faut le signaler, a aussi acheté 19% des actions. Quelles sont donc les attentes du Somaliland vis-à-vis de la modernisation du port? Suivez. On allait donc suivre le ministre des Affaires étrangères du Somaliland. Il allait dire qu'ils attendent de nombreux investisseurs étrangers dans la zone franche pour aussi créer des emplois et générer des revenus pour eux. Bref. On va peut-être écouter le ministre. On va le suivre. Franche pour aussi créer des emplois et générer des revenus pour nous. Bref, nous visons essentiellement le développement et l'emploi. Le port est très très important. Même actuellement, le gouvernement dépend des revenus, des douanes et des taxes collectées au port. C'est donc la principale source de revenus pour le gouvernement. Nous espérons que le port servira non seulement le Somaliland et la Somalie, mais aussi l'Éthiopie. Alors, les travaux vont commencer en octobre et devraient durer 24 mois pour une première extension de 400 mètres carrés. Berbera pourra quintupler sa capacité, un chiffre qui rapprochera la capacité des ports ultramodernes de Djibouti. C'est tout pour la page économique de ce mardi. On prend rendez-vous avec vous la semaine prochaine, mardi, pour des nouvelles économiques sur Le Monde aujourd'hui donc. Dans le but de ralentir et d'investir les effets de la déforestation dans la région sahélienne, un vaste programme de reboisement a été lancé il y a 10 ans par 27 pays dans le but de créer ce que l'on appelle la Grande Muraille verte de l'Afrique. À ce jour, le Sénégal a planté plus de 11 millions d'arbres et la totalité dans la localité de Mbar Toubab est un des centres névralgiques de la lutte contre l'avancée du désert. Arzouma Compaoré. Le Sahel, ceinture semi-aride située sous le Sahara, s'étend du Sénégal à l'ouest à l'Érythrée à l'est et abrite plus de 100 millions de personnes.
Les experts disent que les dommages sur l'environnement peuvent être inversés avec des pratiques simples pour retenir l'humidité du sol. El Hadji Goudjabi, responsable technique des eaux et forêts de Mbar Toubab, inspecte les arbres plantés dans cette région du Sénégal dans le cadre des efforts de réhabilitation du Sahel. Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Si vous êtes là, vous ne pouvez même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres, même jusqu'à 1 km. La communauté de Mbar Toubab gère une pépinière qui fournit des plantes pour le projet. Les résidents prennent soin des semis et plantent les arbres à un prix modique. Ici, les élèves se joignent à la tâche et partagent même avec leurs parents ce qu'ils ont appris sur la plantation d'arbres. On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça, on a vendu une partie. Avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation et il y a aussi d'autres activités qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école. Selon les Nations Unies, quelques 60 millions d'Africains pourraient être forcés de quitter leur foyer en moins de 5 ans à cause de la désertification. Cependant, grâce à la Grande Muraille Verte, 50 millions d'hectares de terre pourraient être restaurés dans la région d'ici 2030. Tradition respectée cette année encore pour l'OYALI, le Young African Leaders Initiative. Chaque année, 700 000 jeunes Africains sont invités ici aux États-Unis. Question de partager leur expérience. Chacun de ces jeunes a passé 6 semaines dans les universités américaines pour se former à de grandes thématiques comme le leadership, la question de projet ou encore la collecte des fonds. Retrouvons Ekia Badou qui se trouve en ce moment dans un hôtel de la place ici à Washington. Ekia, bonsoir. Bonsoir John. On peut dire que cette année est un vrai succès lorsqu'on parle avec les différentes personnes qui sont ici. Il faut rappeler qu'il y a eu 37 000 candidatures et 700 ont été retenues dans des disciplines très différentes. Il y a des personnes qui travaillent dans le sport, d'autres dans la communication, d'autres dans l'agroalimentaire. Et tous ont le but de revenir plus perfectionnés dans leur pays d'origine. Tous ont fait jusqu'à 6 semaines dans des universités. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous une personne qui peut poursuivre la suite, car pour les plus chanceux, 100 autres personnes, enfin 100 parmi les 700, ils vont pouvoir aller dans le professionnalisme avec une expérience de 6 semaines dans une entreprise. Et j'ai avec moi Inès Kouassi, qui a eu 13 ans dans les médias et qui a décidé l'an passé de créer Terre à Terre Bénin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler de la force que vous prenez actuellement ici avec le YALI et cette expérience pour vous? Qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est une force extraordinaire et je peux dire qu'être Mandela Washington Fellow 2018, c'est être une voix pour sa communauté et dans sa communauté. Ici, nous avons eu l'extraordinaire opportunité de pouvoir interagir avec les Américains, de pouvoir apprendre des stratégies américaines que nous pouvons en réalité dupliquer chez nous, que nous pouvons reproduire par rapport à ce que nous faisons déjà dans nos domaines. Et particulièrement pour moi, avec Terre à Terre Bénin, la première start-up en communication environnementale au Bénin, ça a été une expérience extrêmement enrichissante. De pouvoir voir comment est-ce que les Américains essayent de définir des stratégies pour faire face au changement climatique. Chez moi, il y a certains paysans qui pensent encore que c'est un mystère, que c'est spirituel. Et c'est toujours important de faire ce genre de reportage. Et le changement climatique, on voit bien que c'est global à travers cette expérience aussi. Global. Et même les problèmes face à l'agriculture. Comment faire l'agriculture durable? Comment procéder à des techniques qui vous permettent de passer de l'eau sale à l'eau potable, parce que nous, dans nos communautés, on a beaucoup ce challenge-là de pouvoir fournir de l'eau potable à nos communautés. J'ai récemment fait au Bénin un reportage sur la communauté d'Avrancou qui n'a pas accès à l'eau potable du tout. Et quand je fais ce genre de reportage, ça leur permet en fait de comparer, de savoir que c'est vraiment des choses qui arrivent un peu partout. C'est vrai que les situations ne sont pas exactement les mêmes, mais on peut s'inspirer des solutions qui sont proposées pour pouvoir améliorer ce qui se passe chez nous. Alors, merci beaucoup pour votre expérience. Beaucoup ont peur que ce soit la dernière année. Est-ce que vous êtes optimiste pour les autres personnes? Parce que vous repartez tous avec un slogan qui est « Les leaders donnent d'autres leaders ». Les leaders donnent d'autres leaders et notre espérance, c'est de pouvoir tisser aussi un chemin, ouvrir un chemin pour ceux qui viendront après nous. Déjà au Bénin, avant de venir ici, on nous a rassuré que le programme se fera encore l'année prochaine. Donc on espère que ça va se faire. Merci beaucoup Inès.
Et Kia Badou, merci donc pour cette couverture d'Iali 2018. Il fait à coup sûr partie des jeunes leaders de demain dans le monde du sport. Pourquoi pas? Yacouba Ouedraogo est avec nous dans ce studio. Bonsoir Yacouba. Bonsoir à vous, amis sportifs. Et notre or va rester au Nigeria. Depuis que le président de la Fédération algérienne de football, Keiderine Zetchi, a parlé d'un entraîneur mondialiste faisant cas des indices sur l'identité du futur sélectionneur des Fenech. Chacun y va de son commentaire. Le nom de Gernot Rohr, mondialiste et francophone, revient assez logiquement, sauf que le technicien franco-allemand est en poste au Nigeria et qui n'a pas du tout l'intention de quitter le navire. Je suis satisfait de mon travail à la tête du Nigeria. Tout va bien entre nous et rien ne m'oblige à quitter pour une nouvelle destination, a assuré bien sûr Gernot Rohr. Ici, aux États-Unis, la méga star LeBron James tend la main, non pas pour envoyer une balle dans un panier, mais pour redonner à sa ville natale ce qu'elle lui a donné, l'éducation. L'ancien ailier de Cleveland, nouvelle recrue des Lakers, a construit une école pour les enfants de 4 à 5 ans en situation difficile dans l'État de l'Ohio. Le nom de la nouvelle, Baptiste, je promets. Pourquoi une école? Explication. Et donc, on va suivre l'explication que LeBron James à la dénomination, en fait, l'explication que LeBron James donne, bien sûr, à la construction de cette école. Quand les gens me demandent pourquoi une école, c'est parce que je sais exactement ce que ces 240 enfants traversent. Je connais les rues dans lesquelles ils marchent, je connais les épreuves qu'ils affrontent, je sais de quoi ils rêvent, je connais tous les cauchemars qu'ils font parce que je suis passé par là. Je sais exactement où ils vont. Donc, ils sont la raison pour laquelle cette école est ici aujourd'hui. Merci donc à King James et à vous. On se dit à demain. Voilà, Yacouba Ouedraogo. Merci et on vous retrouve donc demain. C'est à une visite inattendue que certains malades ont eu droit dans un hôpital de Mumbai, en Inde. Des poissons, de l'eau sale avec des poissons qui se tortillent autour d'un hôpital dans le nord-est de l'Inde après la pluie de mousson. Des patients se sont assis à précaution à l'hôpital à Nalanda Medical College dans l'état de Bihar lorsque l'eau a jailli dans l'unité de soins intensifs. Encore un exemple des ravages annuels que la mousson fait peser sur l'infrastructure grinçante du pays. Merci d'être avec nous. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Au plaisir.